Bonjour, nous allons donc pouvoir commencer notre webinaire sur l'apport de la science à maîtrise d'ouvrage en gestion de projet. Alors, merci de votre participation à toutes et tous. Il y a eu plusieurs questions qui sont parvenues par mail avant que je prépare la diffusion. Donc, je ne pourrai pas répondre à toutes les questions qui ont été posées. Il ne faudra pas hésiter, si jamais vous en avez, à les poser également. Hop. Pendant le webinaire, j'essaierai d'y répondre et le cas échéant, il ne faudra pas hésiter à nous recontacter, soit moi, soit Madame Ledé, dont les contacts apparaîtront à la dernière diapositive, pour des questions complémentaires. Donc pour débuter ce webinaire, nous allons déjà présenter le déroulé, c'est-à-dire le programme qui nous attend pendant les 36 prochaines minutes, puisque le webinaire va durer pendant 36 minutes. Donc le programme, il va être relativement serré, parce qu'il y a énormément de choses à dire, on ne va pas pouvoir tout passer en revue. Mais déjà dans un premier temps, le programme, donc ça tombe bien, on y est. On va vous présenter qui est RealIT, donc la société RealIT dont je fais partie, ce que l'on fait dans les grandes lignes. On ne va pas rentrer trop dans les détails. On va parler de la gestion de projet parce que c'est indispensable pour pouvoir identifier le rôle de la science et maîtrise d'ouvrage, savoir ce que l'on fait, ce que l'on ne fait pas, quel est le positionnement des intervenants et surtout les prestations que l'on effectue. Et le plus gros du webinaire, donc c'est véritablement la place de l'assistance à maîtrise d'ouvrage dans les projets, donc le périmètre d'intervention, ce que l'on va faire, comment on va le faire, donc les modalités, et on va traiter tout ça, on va l'illustrer par un exemple d'une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage qui a été réalisée par la société RealIT chez un de nos clients. Et on prendra quelques minutes pour la conclusion, dans laquelle j'intègre en fait les réponses à vos éventuelles questions. Donc n'hésitez pas à lever la main, sur le côté vous avez un petit espace qui vous permet de lever le doigt et de poser vos questions. Alors pour démarrer, la partie la plus facile, RealIT, qui sommes-nous? Donc si vous ne nous connaissez pas encore, ça va aller très vite, mais ça devrait être assez clair, je l'espère. Donc RealIT, nous sommes un cabinet de conseil et d'assistance à maîtrise d'ouvrage. On ne fait que ça. Donc nous sommes prestataires de services. Nous ne produisons pas de matériel, nous ne vendons pas de matériel. Nous effectuons de la prestation de services à destination exclusivement des entreprises. On est implanté à Ancenis, dans le Loire-Atlantique. On est implanté localement, mais on travaille sur l'ensemble du territoire métropolitain. C'est-à-dire qu'on va travailler aussi bien dans le Grand Ouest, sur Paris, dans la région Sud, voire même avec des partenaires belges ou en Allemagne, mais là, de manière plutôt dématérialisée. Et notre expertise particulière en dehors de la science et maîtrise d'ouvrage, c'est l'accompagnement à l'ingénierie pédagogique. Donc l'aide au choix et l'aide à l'identification, à la sélection des outils de production de contenu, e-learning, diffusion, gestion de la formation, tout ce qui est accompagnement des centres de formation, organismes de formation ou formation interne aux entreprises, voire des établissements scolaires. Donc, comme je le disais, on ne vend pas de matériel, nous ne sommes pas éditeur logiciel. On ne développe pas, on ne vend pas de logiciel, on ne vend pas de licence. Nous ne sommes pas une SS2I, une ESN comme on dit aujourd'hui. Donc on n'est pas expert dans tous les domaines, on ne vend pas des prestataires dans tous les domaines, on ne fait pas de régie. Nous, on travaille exclusivement sur des modes forfaitaires. Et surtout, c'est essentiel, on en reparlera tout à l'heure, nous ne sommes commissionnés par aucune entreprise. Donc nous ne touchons aucune commission, aucune participation d'éditeurs ou de prestataires ou de sociétés de services sur des missions ou des accompagnements de missions. Ensuite, deuxième partie, chez RealIT, donc comme je le disais, nous sommes exclusivement prestataires de services et nous ne faisons que de l'assistance à maîtrise d'ouvrage et du conseil. Alors, on fait quoi exactement? Nous avons 4 activités principales. C'est la formalisation du besoin, ce qui va être rédaction de spécifications, de cahier des charges, tout ce qui est cartographie et audit. La conduite de consultation, donc on intervient aussi sur la réalisation de consultations. Alors la RFP, c'est des requests for proposal, c'est l'équivalent d'un appel d'offres sur le marché privé, sur les marchés de gré à gré, et tout ce qui est marché public, donc les conduites d'appel d'offres, diffusion de DCE sur les BOMP, etc. L'aide à la sélection et à la contractualisation, donc là on est véritablement sur une évaluation des réponses, une évaluation des solutions par rapport à un contexte, à un cahier des charges, et l'aide à la contractualisation. On ne rédige pas les contrats, on va juste identifier les éléments qui permettent de garantir que ça fonctionne. On ne va pas être dans la rédaction de clauses
d'indemnisation ou de retour arrière, mais vraiment comment ça doit fonctionner dans la relation, comment les prestataires et les clients s'engagent mutuellement à travailler ensemble. Donc c'est ce qui est écrit, hein, c'est vraiment pour garantir une objectivité sur le choix et la mise en œuvre. Et bien évidemment, le dernier type de prestation que l'on effectue, c'est le pilotage de projet. Donc en pilotage de projet, c'est tout ce qui va concerner la comitologie dans un premier temps, où on va assister en tant qu'AMOA, voire en délégation de maîtrise d'ouvrage, dans les différents comités de pilotage, et tout ce qui est gestion des plannings, du réalisé, du reste à faire, et des prestataires. Donc on va prendre en charge également toute la partie sous-traitance. Donc voilà, c'est dans les grandes lignes ce qu'est RLIT, ce que l'on fait en termes de prestations. Dernier petit point, on est une petite société, on a 3 ans d'existence, on a 10 salariés, on fait à peu près 300 millions de chiffre d'affaires aujourd'hui sur toute la partie prestation de services. On fait partie du réseau LPDN, les petits déjeuners du numérique, donc c'est un réseau constitué de prestataires de services locaux. Et on a aujourd'hui plus d'une vingtaine de missions à notre actif et à peu près autant de références sur la partie assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc, nous allons pouvoir aborder le sujet un peu plus précis de notre webinaire. On va commencer par quelques retours sur ce qu'est la gestion de projet. La gestion de projet, c'est essentiel de poser les bases. La gestion de projet, c'est tout simplement gérer un projet. Un projet, c'est quoi? C'est une démarche de création de valeur. Un projet, on part d'un point de départ, ça a un début, une date de début et ça a une date de fin. Et ça doit répondre à un ou plusieurs problèmes identifiés. Et ça, c'est un projet. Et le projet se caractérise avec 3 éléments principaux qui sont le planning, il démarre quand, il finit quand, son calendrier. Le ou les objectifs opérationnels. C'est-à-dire à quoi doit répondre le projet. Est-ce que le projet, c'est mettre en place 50 photocopieurs en Wi-Fi? Est-ce que c'est développer une plateforme web qui permet de mettre en relation l'ensemble des commerciaux sur un territoire? Est-ce que c'est d'intégrer un CRM? Est-ce que c'est de former une population? On doit avoir un objectif sur le projet. Si on ne l'a pas, il manque une des caractéristiques principales. Et la troisième caractéristique principale, c'est le budget. Si on ne sait pas au démarrage d'un projet combien il coûte, on ne peut pas le commencer, c'est pas possible. Il faut que ce soit défini. Donc, ceci étant donné, la définition de ce qu'est un projet, il faut rappeler une chose, et ces chiffres-là ne sont pas les nôtres, hein, ce sont les chiffres du Chaos Group qui ont été publiés en 2015 également chez Gartner. Un projet informatique, parce qu'on parle bien de projet plutôt dans le domaine du numérique, un projet informatique, il y en a 19% qui aboutissent et 80% qui échouent. Alors quand on dit 19% qui aboutissent, c'est 19% des projets informatiques sont réussis du point de vue des 3 aspects qu'on a cités tout à l'heure, sur le planning, sur le périmètre et sur le budget. On a 29% des projets sur lesquels soit le budget, soit le planning n'est pas respecté, et on a 52% des projets, c'est quand même pas anodin, on a plus d'un projet sur 2 où aucun des 3 n'est respecté. C'est-à-dire qu'on n'a ni le périmètre, ni le budget, ni le planning. Et ça, ce sont des chiffres sur, je crois, plus de 12 000 études qui ont été réalisées, donc c'est vraiment très significatif, et pour ceux qui ont eu l'occasion de travailler en SS2I, c'est pas étonnant. Et donc, dernier point sur la partie gestion de projet. Dans la théorie de la gestion de projet, il y a en fait un positionnement en assistance à maîtrise d'ouvrage. On trouve souvent des prestataires en assistance à maîtrise d'ouvrage, donc là je disais sur la diapo précédente, 80% des projets sont en échec. Pourquoi est-ce qu'il y en a autant alors qu'on est censé avoir des assistants à maîtrise d'ouvrage qui sont présents sur ces projets? Tout simplement parce qu'on va trouver des prestataires qui sont positionnés sur le cadrage et les specs, sur le pilotage, sur la gestion des risques, donc vraiment le périmètre de base de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, mais avec une vraie problématique de mission, de définition de la mission. Ça n'est pas parce que l'on place des consultants sur un cadrage ou sur une spec que la mission va forcément être bien réalisée. Alors pourquoi elle n'est pas bien réalisée? Tout simplement, alors je suis désolé, hein, la diapo est un peu épaisse, il y a beaucoup de contenu, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de cas d'erreur qui sont déjà connus par retour d'expérience qui permettent de définir pour quelles raisons un projet peut échouer même si on a une assistance à maîtrise d'ouvrage qui est censée être présente sur le projet, mais quand sa mission est mal définie.
Typiquement, j'ai pris le premier cas, l'acquisition d'un logiciel, alors du SaaS, du on-premise, donc soit sur le cloud, soit en installation locale, soit tout simplement sur du développement mobile. Quand le rôle d'assistant à maîtrise d'ouvrage est délégué au client, donc on a une personne interne au client, que ce soit une personne interne au service des clients, en fait, l'assistance à maîtrise d'ouvrage va trop souvent prendre le parti du client et pas assez jouer le rôle de facilitateur avec le fournisseur. Et donc dès que l'un des deux, le fournisseur ou le client, est mis en difficulté, en fait, on va se retrouver sur un blocage du projet. Donc quand la MOA est chez le client, le blocage souvent ça va être de bloquer la capacité d'action ou de réaction du fournisseur, et là le projet ne peut plus fonctionner. Et de la même manière, quand on délègue la participation d'un assistant de maîtrise d'ouvrage côté fournisseur, c'est côté client que ça peut être bloqué. C'est-à-dire que le fournisseur va tout faire, dans le cas d'un éditeur de logiciel, pour que son logiciel soit pris tel qu'il y ait un minimum d'adaptation de paramétrage. Potentiellement, il peut même être expert du métier du client, mais il ne va pas comprendre ses spécificités en termes d'organisation, de politique interne, de gestion humaine. Et là, on se retrouve avec des vrais points de blocage. C'est typiquement le cas que l'on va voir dans l'exemple que je vous donnerai à la fin de la présentation. Un prestataire qui était censé faire l'assistance à maîtrise d'ouvrage et qui a totalement bloqué le fonctionnement avec le client. Ensuite, sur la partie de développement, tout simplement, et là, on retrouve ce cas-là dans les structures qui ont des DSI internes. Quand la MOA existe, souvent, c'est en fait quelqu'un issu du métier. Et le métier, c'est la maîtrise d'ouvrage. Ça n'est pas l'assistance, c'est la maîtrise d'ouvrage de métier, c'est le décideur. Et quand on confond l'assistance et la maîtrise d'ouvrage, les échanges qui vont avoir lieu en interne avec une DSI, typiquement, ne seront jamais suffisamment aboutis. On va rester sur des échanges superficiels parce que le métier va considérer que c'est une évidence, que tout est une évidence, et que l'informatique, qui est une informatique interne, est censée savoir de quoi il parle. Et donc là, les projets, le plus souvent, c'est le périmètre qui n'est pas respecté. Le planning qui peut ne pas l'être aussi, puisqu'on a toujours des difficultés en tant que métier à se faire entendre de sa DSI. Et lorsqu'on parle à des externes, donc un prestataire qui va développer à l'externe, on va avoir à la fois à gérer un métier, donc à expliquer un métier, mais quand c'est notre propre métier, on a souvent du mal à comprendre que les autres en face n'anticipent pas tous les besoins qui nous paraissent quotidiens. Il va falloir gérer la technique, mais il va aussi falloir gérer le contrat. Et là, on ne peut pas avoir une seule entité, une seule personne qui gère ces trois aspects-là, d'autant plus quand cette personne peut être confondue avec le décideur, le donneur d'ordre, côté maîtrise d'ouvrage. Quand on conduit une consultation, typiquement, on a souvent un métier qui va lui-même faire sa formalisation du besoin, faire sa conduite de consultation, faire sa sélection, ses choix au niveau des achats. Et là, ce qui va ressortir, mais que l'on peut retrouver sur les autres projets, c'est ce que l'on appelle l'effet tunnel. Tellement pris par le métier, il connaît son métier, il sait ce qu'il a besoin, il sait ce qu'il veut, il sait à quoi ça va ressembler. En fait, sa définition du besoin qu'il va rédiger lui-même va être tellement complexe que personne ne pourra répondre. Et ça, nous, on l'a vécu sur des cas très spécifiques où des métiers ont écrit des appels d'offres. On fait des pavés de 150, 200, 300 pages pour des dossiers effectivement très précis, très factuels, voire même trop techniques. Et en fait, personne ne peut répondre parce qu'il y a tellement de contraintes que tous ceux qui le lisent disent bah oui, mais là, je peux pas, on va pas assez loin. Et ça, c'est un vrai souci. Et le dernier point, donc là, c'est un point qui avait été soulevé également dans une des questions que j'avais pu recevoir par mail. C'est un vrai sujet, c'est l'intégrisme méthodologique. C'est tout simplement est-ce que le choix de la méthode de gestion de projet est-il raisonnablement fait? On peut avoir des choix de conduire les projets sur une méthode agile, sur de l'ITIL, du cycle en V, on a encore des cycles en Y qui traînent dans certaines sociétés. Ces outils-là, est-ce qu'ils correspondent vraiment aux besoins du projet? Parfois, on va appliquer la méthode de manière absolument stricte, alors que ça ne correspond pas du tout au périmètre du projet ou au déroulé ou à l'objectif. Et ça, c'est malgré la présence d'une assistance à maîtrise d'ouvrage qui peut être interne au projet, ça peut être un vrai point de blocage et un vrai critère d'échec. Donc voilà, ça c'est vraiment malgré la présence de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, au moins en théorie, dans la gestion d'un projet, les causes les plus courantes en fait d'un échec. Et les apports, donc tout ce que doit pouvoir faire une assistance à maîtrise d'ouvrage. On va sortir de ce cadre un petit peu de l'échec et on va voir tout ce que, en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage, on est censé faire
et tout ce sur quoi on a un levier pour réussir la conduite d'un projet. Et là, on va parler essentiellement d'une AMOA dédiée et, de notre point de vue, parce que c'est notre métier à nous, externe. Parce qu'on va voir qu'il y a quand même pas mal d'avantages au fait d'être externe. Alors déjà, pour définir ce qu'est l'assistance à maîtrise d'ouvrage, ce que l'on fait. Ce que l'on fait en tant qu'assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est amener une vision tierce. Nous, on n'est pas du métier, on n'est pas de la société, on n'est pas de l'informatique, on n'est pas dans le conflit politique interne ou dans la gestion interne ou dans l'évolution ou dans la conduite du changement interne. Donc on a vraiment une vision vue de l'extérieur. On va prendre du recul par rapport à tous les éléments qui vont nous être apportés. Le deuxième point, même si ça rejoint le premier, c'est qu'on n'est jamais, en tant qu'AMOA, on ne doit pas être impliqué dans les choix stratégiques du client, financièrement parlant. Un client qui fait un choix financier, sans rentrer dans les polémiques éventuellement d'actionnariat ou autre, s'il fait un choix financier, on n'est pas là pour juger la qualité de ce choix, on n'est pas là pour y être impliqué, on est là uniquement pour déterminer comment le projet qui est lié doit être conduit et donner en fait les critères les plus objectifs possibles pour que ça fonctionne. L'AMOA s'engage au réel. Cela, c'est un vrai critère de succès. Avec 20 ans d'expérience derrière moi, en fait, en SS2I, j'ai toujours vu les AMOA fonctionner correctement dès lors qu'elles sont en forfait. Il y a besoin, on fait intervenir, il n'y a pas besoin. Si elle n'est pas là, elle ne génère pas d'activité bureaucratique excessive et le projet fonctionne. Chez nous, on ne fonctionne qu'au forfait. On ne fait pas de régie. Quand on intervient sur une prestation, s'il faut 20 jours, on fait 20 jours. S'il en faut 5, on en fait 5. S'il en faut 200, on en fait 200. On ne va pas essayer de placer de l'AMOA et de générer de la réunionite ou de générer du document par excès. Ça ne fait que bloquer les projets. Et là, c'est un critère réel d'augmentation des budgets. Et l'AMOA accompagne. Donc on accompagne un client, on accompagne une maîtrise d'ouvrage, on accompagne une relation. On va l'orienter. Mais on n'est jamais à l'origine de cette relation, on n'est jamais à l'origine de la décision. Et c'est bien ce qui amène à dire aussi ce que ne fait pas l'assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est décider des solutions. On ne décide jamais de manière arbitraire d'une solution ou d'une méthode. On ne dit pas faites de l'agile parce qu'il faut faire de l'agile, faites de l'utile parce qu'il faut faire de l'utile. On va avant tout voir le contexte du client. Si le client est culturellement plutôt associé à une gestion de projet en mode agile, on va faire de l'agilité, on va s'adapter. Nous, on connaît, en tant que consultant, on a quand même de l'expérience dans ce domaine. Si c'est plutôt de l'utile, on a des consultants qui sont dédiés à l'utile, on va l'accompagner. S'il n'y a pas vraiment de gestion de projet déterminée, on va faire de la manière la plus simple, c'est pragmatique. On va faire avancer le projet de la manière la plus efficace possible. Et ce qu'on ne fait pas, donc comme je le disais, c'est de la régie. C'est faire de la régie chez un client quand on y va, quand on va passer 20-30 jours chez un client, c'est qu'il y a un besoin réel d'y être chaque jour, de faire des tâches quotidiennes, d'être présent. Ça peut être dans le relationnel, ça peut être dans l'organisationnel, ça peut être dans la gestion de crise. Et ce que l'on ne fait pas non plus, c'est de la délégation de prestataires. C'est-à-dire, on ne va jamais intervenir pour un prestataire. On va toujours intervenir pour le client. Nous, notre positionnement comme assistant de maîtrise d'ouvrage, c'est que notre seul client, c'est le donneur d'ordre. On facturera toujours un seul client. On ne travaillera jamais, par exemple, pour un éditeur qui nous demandera d'être présent chez son client. C'est pas l'éditeur qu'on facturera, c'est le client, parce que c'est pour le client que l'on va travailler. Par contre, on va travailler à ce que la relation entre les deux fonctionne bien. Et ça, c'est vraiment un critère très important, parce qu'à partir du moment où on fonctionne comme ça, on est objectif. On n'a pas de parti pris ni pour l'un pour l'autre, mais on peut vraiment travailler de manière objective sur le projet. Alors j'essaie de suivre. Pour l'instant, il n'y a pas de questions a priori. Si jamais vous aurez des questions sur les sujets, il ne faut pas hésiter. J'essaierai de répondre au fur et à mesure. Pour continuer, sur les apports de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, là j'ai 2 diapos, mais on pourra en faire 50 là-dessus. Le rôle essentiel de l'assistant à maîtrise d'ouvrage, c'est d'être en tiers de confiance. Le positionnement de tiers de confiance, c'est vraiment, je répète tout le temps ça, mes collaborateurs doivent en avoir marre d'ailleurs, mais nous on est là pour faire répéter les évidences. Ce qui est important, c'est les évidences. Parce que chez un client, dès que l'on va commencer à travailler sur une formalisation du besoin, le plus souvent, on l'a tous vécu en prestation, on arrive chez un client, ils vont nous expliquer son métier.
Si on sort de la réunion de l'atelier avec ces explications, vous demandez à une personne lambda dans la rue, en fonction de ce qu'on vous a dit, de réexpliquer le métier du client, il va vous raconter autre chose. Jamais le client ne va s'attarder à vous expliquer que pour fabriquer une voiture, il faut déjà acheter de l'acier. Que pour monter un pneu, il faut une machine pour équilibrer les pneus. Si vous lui posez pas la question, en fait, il ne le saura pas. Donc nous, quand on arrive sur un atelier en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage, on part du principe qu'on ne sait rien du métier. Même si on connaît le sujet, on ne sait rien. Et on se fait expliquer les choses. Et on va creuser. Et toute la méthodologie de l'atelier va être justement dans l'identification de ce qui paraît évident. Et ça n'a qu'un seul objectif, c'est sortir de ce qu'on appelle l'effet tunnel. C'est-à-dire sortir le client de sa zone de confort et le forcer à remettre en cause éventuellement une décision qui n'était pas forcément la meilleure au moment où il l'a prise, mais qu'il l'a prise parce que le contexte lui semblait nécessaire. Donc c'est ce que l'on dit, c'est être pris en permanence dans une activité. Souvent on est restreint en tant que donneur d'ordre par des habitudes, des a priori, et ça c'est un vrai sujet, la méconnaissance des solutions innovantes. C'est-à-dire que la veille dans le métier, elle est quasiment impossible à faire, à part sur le métier, mais la veille sur les outils numériques pour faire le métier, ça c'est un vrai sujet sur lequel il y a un gros développement à faire. L'autre aspect du tiers de confiance, c'est dans la relation entre la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. Et ça, la question avait été posée par une personne également par mail avant le webinaire. Comment on gère la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre? Tout simplement, nous, on est les facilitateurs. On va faire de la traduction. La maîtrise d'œuvre, souvent, c'est l'informatique. La maîtrise d'ouvrage, c'est du métier, voire de la direction. Ils savent pas se parler. Ils n'ont pas le même langage. Les informaticiens sont des gens bizarres. Les directions métiers sont des gens bizarres aussi. Et en fait, il faut traduire les termes. Il faut expliquer les choses simplement. Et pour un métier, pour un informaticien. Et souvent, si on laisse les deux dans une même pièce, en fait, entre eux, ils vont pas se comprendre. Alors qu'en interagissant, en intervenant entre les deux et juste en reformulant avec des phrases un peu plus, je dirais, du commun des mortels, on facilite les choses. Donc on est vraiment dans cette facilitation de la relation entre les deux. Et je parle là de médiation sur la diapositive. C'est pas anodin. Parfois, en fait, les DSI finissent par se braquer avec les directions métiers ou l'inverse, parce qu'à force de pas se comprendre, en fait, quand on se comprend pas, plutôt d'essayer de s'expliquer, on finit par s'engueuler. Donc on intervient souvent dans cette position-là. Et c'est assez drôle d'ailleurs parce que on est tous quasiment chez Relati d'anciens informaticiens et quand on commence à parler au métier, on réussit à identifier en fait très très vite d'où vient le problème. Et c'est vraiment un rôle essentiel, cette position-là. Et ça ne marche que si on est externe. Si vous demandez à quelqu'un d'interne dans une structure, qui est déjà en position en fait chez le donneur d'ordre, qui est déjà présent, de jouer ce rôle-là, ça devient très difficile parce qu'il va toujours y avoir un a priori d'un côté ou de l'autre. Nous, en tant qu'externe, on arrive, on se positionne là et on nous demande juste de jouer le rôle et on joue le rôle et il n'y a pas d'a priori sur ce que l'on a pu faire avant, après. C'est vraiment sur ce que l'on va faire immédiatement en fait que l'on va être jugé et c'est là qu'on va créer une vraie valeur ajoutée dans la relation. Et ça, ce rôle-là, j'en parlais tout à l'heure très brièvement, mais ça conduit très souvent aussi à la partie gestion de crise. La gestion de crise, dès qu'il y a conflit, dès qu'il y a blocage dans un projet, un blocage de projet, même hors conflictuel, peut être une gestion de crise. Si on n'est pas indépendant, si on n'est pas externe, on a énormément de mal à s'en sortir. Et arriver en tant qu'externe sur une gestion de crise, ça facilite la vie de tout le monde. C'est simple pour un consultant externe, parce que nous, finalement, on n'a pas d'implication directe dedans. Pour le métier, c'est de dire, je délègue à quelqu'un qui est de l'extérieur, c'est plus mon problème. Et pour tout ce qui va être prestataire, ça permet de dire, ok, il nous faut un arbitre externe, et on va s'en sortir. Donc, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est aussi un rôle, alors souvent qu'on ne met pas en avant, mais qui est prépondérant, c'est le désamorçage des crises a priori et la gestion de crise a posteriori. Pas forcément du conflit, mais bien de la crise qui est un point de blocage. Et ça, c'est pas anodin, on pourra en parler. Un jour, je ferai un webinaire que sur la gestion de crise, en fait. Ça peut être très sympathique d'exposer quelques exemples. Et donc ça, c'est vraiment le rôle de tiers de confiance, c'est vraiment un apport essentiel de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Là, on va aborder le sujet de la formalisation du besoin. Alors je vais essayer de pas être trop long sur cette diapo, parce que je crois que je suis juste dans les temps
Ouais, j'ai une petite minute de marge. La formalisation du besoin, c'est l'essentiel de la science et maîtrise d'ouvrage. Donc je vais aborder ce sujet-là. Je vais pas trop aborder nos autres prestations, hein, qui sont la partie consultation, pilotage. Après, on abordera en fait vraiment un exemple concret où j'essaierai de rentrer un peu plus dedans. Mais la formalisation du besoin, le plus souvent, c'est la rédaction d'un cahier des charges. Donc on va rédiger un cahier des charges, soit pour faire une consultation, un appel d'offres, une RFP, pour évaluer un développement, pour envoyer un prestataire, même pour de l'interne, juste pour savoir arbitrer si un projet est coûteux, s'il est valable, s'il est réalisable dans le temps. Et en fait, quand on va formaliser le besoin en tant qu'assistant maîtrise d'ouvrage, on va se baser sur 4 points. Donc le premier, c'est l'audit de l'existant. La première chose, c'est de se faire expliquer ce qui existe. C'est d'aller voir ce qui existe et c'est de poser la question aux gens qui utilisent l'existant. Alors il ne s'agit pas de s'enfermer dans une pièce avec le responsable projet, le sponsor du projet ou le directeur métier qui a décidé que demain il fallait changer et passer de Windows 10 à Linux sur tous les postes de travail parce que c'est plus facile pour tout le monde. Non, là il s'agit d'aller voir aujourd'hui comment les gens travaillent sur le poste de travail. C'est aussi bien la direction, à la formation, au service RH, sur les postes de travail, si jamais il y a de la production, en déplacement, en mobilité pour les commerciaux, etc. C'est d'aller voir ce qui existe et de cartographier un petit peu tout ça pour savoir d'où on part. Si on ne sait pas d'où on part, on ne saura pas où on arrive. Et donc on commence par ça, et ensuite on va passer à la partie expression de besoin. Donc là c'est du format atelier. L'atelier en expression de besoin, c'est simple. Alors c'est toujours surprenant moi pour mes clients parce qu'ils n'ont pas l'habitude, mais en fait on va aller chez un client, on va s'installer autour d'une table, et puis on va faire défiler tout le monde. Tous ceux qui à un moment ou à un autre vont être impactés par le projet, on va leur demander de s'exprimer. On va leur demander, voilà, aujourd'hui vous utilisez ça, on a fait une tour sur votre poste, on sait ce que vous faites. Demain vous êtes censé faire quoi? Alors si on a des consignes d'une direction, on va leur parler de la consigne, mais on va leur demander avant tout, c'est qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous avez besoin de faire. Et la tournure de la question va dépendre de l'objectif du projet. Si le projet est nécessaire pour répondre à un besoin réglementaire, l'objectif, il n'y a pas le choix. Maintenant, c'est comment ils vont le faire. Si c'est une évolution d'un métier, comment vous l'envisagez? Si c'est l'intégration d'une innovation, on va essayer de comprendre est-ce que l'innovation elle correspond réellement aux besoins ou est-ce que le besoin est plutôt gadget. Donc on va vraiment adapter les modalités de l'expression par rapport au projet. On va avoir une troisième phase, alors qui n'est pas systématique, mais qu'on va essayer de faire le plus souvent possible, c'est un retour d'expérience. Si dans un projet, par exemple, d'intégration de CRM, on nous dit, voilà, demain il faut intégrer Salesforce, faites-moi tout le projet, ok, pas de souci. On va aller voir nos clients, on va leur demander, voilà, vous avez déjà intégré Salesforce, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a été compliqué? Qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné ou qu'est-ce qui a fait que ça a raté? Et là, on va vraiment, dans la formation du besoin, faire ce retour d'expérience de la part d'un ou plusieurs clients pour dire attention. Là, si vous intégrez pas l'informatique dès le départ, si vous faites pas des ateliers communs entre informatique et commerce, ça marchera pas le CRM. Si vous intégrez pas la formation, ça marchera pas. Voilà, on va essayer d'amener un maximum de choses pour que dans la formalisation du besoin, on ait toutes les billes pour réussir le projet derrière. La formalisation du besoin, de toute façon, il faut le savoir, hein, que ce soit dans un appel d'offres, dans l'interne, dans une relation contractuelle avec un prestataire, c'est le premier contrat du projet. Et c'est ce sur quoi on déterminera que le projet a réussi ou pas. C'est le périmètre qui est défini dedans. Et le dernier point, c'est l'ouverture de la formalisation. C'est-à-dire que quand on va écrire un cahier des charges, ok, on écrit un cahier des charges pour un client, on va dire d'où il part, on va dire ce qu'il veut, on va éventuellement ajouter des retours d'expérience pour dire voilà ce qui se fait ailleurs et ça pourrait bien en tenir compte pour pas rater le projet. On va aussi préciser que dans ce cahier des charges, les 150 exigences fonctionnelles et les 200 exigences techniques qui sont indiquées, bah voilà, on a un taux d'acceptation de 80% de couverture de ces exigences, au minimum, ou de 85%. On ne va jamais dire il faut répondre à tout précisément, c'est pas possible. Ça ne marche pas. On ne peut jamais avoir une réponse totale à un cahier des charges. Ça fonctionne dans le monde des bisounours où les licornes codent en Java. Dans le monde réel, ça marche pas. On est sur une loi de Pareto où 80% de couverture d'un besoin fonctionnel, c'est l'équivalent d'une réussite. À ajuster en fonction des besoins. Quand on travaille dans la finance, on est plutôt à 90%. Quand on est dans les fonctions RH, on est plutôt à 75%. Donc c'est vraiment cette ouverture de formalisation, c'est être capable de dire voilà ce que l'on accepte de ne pas faire, mais voilà ce qu'il est indispensable de faire.
Ça, c'est vraiment l'assistance à maîtrise d'ouvrage, d'autant plus externalisée, et vraiment la seule en capacité, en fait, d'acter ce genre de choses du point de vue du métier, parce que nous, on va pouvoir l'imposer à un client. On va pouvoir forcer la main là-dessus. Et donc, sur ces aspects-là, je regarde quand même s'il y a des questions au fur et à mesure. Toujours. Ah, à 100% en tout cas, non, Cédric, c'est pas possible. On ne peut jamais, répondre à 100% en fait du besoin. J'avais pas lu toute la question, mais donc on ne répond jamais à 100% du besoin. Donc, pour avancer un petit peu là-dessus, on a un exemple client qu'on va citer, qui est le groupe Vinci, qui est un de nos gros clients de 2020. Le groupe Vinci, il s'est passé quoi? On a intervenu là-bas en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage. Le point d'entrée, c'était une gestion de crise. Le projet, depuis 2 ans, je ne vais pas entrer en détail, hein, il y a de la confidentialité, mais sur le projet du groupe Vinci, ça faisait 2 ans que le projet avait démarré. Il était censé être fini depuis plusieurs mois. Ça ne fonctionnait pas. Le fonctionnel, le métier n'y trouvait pas son compte. Le prestataire exigeait des rallonges très fréquentes en fait sur la facturation, sur les prestations. L'outil ne correspondait pas et le planning était totalement dépassé, alors que des exigences réglementaires commençaient à arriver sur le projet. Et donc là, on nous a demandé d'intervenir, alors non pas comme assistant à maîtrise d'ouvrage à proprement parler pour le pilotage du projet, mais comme gestionnaire de crise. On nous a demandé en fait d'intervenir comme tiers externe dans la relation entre Vinci et son prestataire. Alors ça a été, ça fait toujours rire mes collègues, mais ça a été un peu brutal puisque on est intervenu sur une journée, un atelier à 40 personnes. On a mis tout le monde dans la même pièce, on a fait un point général sur ce qui marche pas, et on s'est rendu compte que le prestataire n'était pas compétent, que le client n'avait pas défini ce qu'il voulait, que la relation contractuelle était insuffisante, et qu'en plus on était sur un marché où personne ne savait de quoi il parlait, puisque chacun mettait derrière les mots des termes et des sens différents. Donc c'est vraiment un sujet sur lequel on est intervenu en premier lieu sur la gestion de crise, et où après avoir résolu la crise, on est intervenu sur une formalisation du besoin dans un premier temps, donc qui reprend un peu tous les aspects qu'on a vu sur la diapo d'avant. On a ensuite conduit une consultation, on a contribué à la négociation du contrat avec le prestataire, et on est parti parce qu'on n'est pas resté sur la partie pilotage de projet. Parce que c'était, il y avait d'autres compétences en fait dans le domaine, et on était vraiment sur un run avec un volume de jours qui n'était pas très intéressant en fait pour nous. Et donc c'est un projet qui a été démarré en septembre 2018 et qui s'est terminé officiellement le 5 juillet 2019 et qui est là en train d'être clôturé sur différents aspects. On est en train de valider la réception là, de la mise en place. Et il y a d'autres projets de formalisation qui démarrent aussi avec plusieurs entités du groupe Vinci, mais sur d'autres sujets. Et donc nous arrivons à 14h03 et je suis quasiment dans les temps par rapport à ce que je m'étais fixé à la conclusion de notre webinaire, qui est plutôt une introduction à la place de sciences à maîtrise d'ouvrage dans les projets, qui a vraiment une définition exhaustive. L'important, c'est ce que j'ai mis en sous-titre, c'est que l'assistance à maîtrise d'ouvrage, ça n'est pas une assurance sur les projets, c'est une garantie. Quand elle est bien positionnée, bien cadrée, que le périmètre d'intervention est clair, on n'est pas là pour dire on va vous assurer que ça marche, on est là pour dire on va le garantir. C'est-à-dire qu'avant même la fin du projet, on sait que ça va marcher. L'assurance, ça couvre les risques qui sont survenus. L'assistance à maîtrise d'ouvrage, ça garantit que les risques qui sont identifiés ne surviendront pas. Donc là, je reprends quelques chiffres qui sont toujours de la même source. Dès que l'assistance à maîtrise d'ouvrage en fait intervient en tant qu'accompagnement sur les projets, alors je parle bien d'intervention cadrée, périmétrée, pas de salle théorique que l'on a pu voir en tout début de webinaire, la réussite des projets passe à 64%. Donc là, on est vraiment sur un chiffre qui est complètement différent. On passe de 19%, si vous vous souvenez bien, à 64%. Donc avec quand même des exigences. Les étapes sont cadrées, le rôle est défini. Tout au long de la mission, on met les compétences en place et on assure le rôle de la maîtrise d'ouvrage. L'assistance à maîtrise d'ouvrage n'est pas la maîtrise d'ouvrage. Ce sont deux choses différentes. Les périmètres sont différents, les moyens d'action sont différents. Et ça fait partie en fait de la relation contractuelle avec le client, de fixer clairement le périmètre de chacun.
Et la deuxième partie de cette conclusion pour ce webinaire, c'est vraiment l'importance du regard extérieur. Quand on intervient en tant qu'assistant maîtrise d'ouvrage, on ne vend pas du rêve, on ne vend pas des bisounours en chocolat, on ne vend pas de la marmotte, on ne vend pas de la licorne. On est là pour être objectif avec un regard extérieur, et si à un moment notre client il nous dit une bêtise, on lui dit non. Moi, ça m'arrive très souvent, mes clients me disent ouais, votre projet il est sympa, le planning est sympa, mais j'aimerais qu'on l'avance. Je dis bah non. Ou alors si vous l'avancez, c'est sans moi. Parce que si c'est pas crédible, on peut pas le tenir. Si on peut pas le tenir, derrière, on joue pas notre rôle. En tant qu'assistant maîtrise d'ouvrage, on n'est pas là pour faire plaisir au client, on est là pour faire en sorte que son projet fonctionne. Donc, ça fait pas tout le temps plaisir, mais le client, il appréciera qu'on lui dise non. Et par rapport à une question qui m'avait été posée en avance, dire non au client, ça exige quand même un petit peu de recul. Ça veut dire qu'à un moment, on a de l'expérience et qu'on est, on est vraiment apte à dire bah non, si on fait comme ça marchera pas parce que j'ai déjà vu ailleurs. Ensuite, il faut vraiment avoir cette position. Hein. On a un client en face de nous, mais on travaille avec des prestataires, qui soient internes aux clients ou pas. Et les prestataires, ils doivent vraiment avoir l'assistant maîtrise d'ouvrage, ils doivent vraiment le voir comme un facilitateur du marché et de sa relation avec son client et pas juste comme un père fouettard. On n'est pas là pour faire plaisir au client et taper sur le prestat, mais pas non plus l'inverse. On est là pour faire en sorte que les deux arrivent à faire leur métier vraiment correctement l'un et l'autre. Donc pour revenir sur les sujets de l'essence et maîtrise d'ouvrage, ce qui va vraiment valoriser le positionnement, c'est l'expérience, la capacité à prendre du recul et l'indépendance. Si on ne travaille pas avec le prestataire déjà d'avance, on est indépendant. Donc j'ai vu qu'il y avait des questions là qui étaient ressorties. Là, je viens de finir donc la conclusion. Je vais reprendre la question là qui était sortie sur la partie expression de besoin. On me demande donc les principales difficultés dans la phase d'expression de besoin. Ah bah c'est simple, c'est être capable de faire dire au client tout ce qu'il ne dit pas d'habitude. C'est être capable de lui faire dire les évidences. Expression de besoin, le client va toujours parler de sa lettre au Père Noël. Avant qu'il y ait une lettre au Père Noël, il faut qu'il y ait un sapin, il faut qu'on soit le 25 décembre, il faut qu'il aille se coucher et qu'il laisse un verre de lait. Donc c'est déjà toute cette base-là, le client ne le dira jamais. Et c'est là où il faut être capable de se dire ouais mais il me dit pas tout, il me manque un truc, quitte à faire répéter des choses. Et c'est vraiment cette partie-là qui est le plus difficile, parce que toute la partie besoin innovante, tout ce qui n'existe pas, il arrivera à nous le dire. Par contre, de nous dire que c'est un cas client que j'ai eu il y a 4 ans, un organisme public, hein, pour pas le citer l'ONF, qui dit voilà j'ai besoin d'un nouveau logiciel, je veux que ce soit hébergé sur mes serveurs dans mon data center. Ok, très bien, on va le faire monsieur, pas de souci. Le projet démarre, 6 mois de projet, et au bout de 6 mois et un jour, donc on fait la VABF, donc le PV de réception, et là le client nous dit ouais mais messieurs, là c'est censé être hébergé chez moi, mais j'ai un autre data center qui est à 64 km et vous êtes censé, légalement parlant, tirer une ligne spécialisée entre les deux data centers. Et effectivement, ça faisait partie des conditions générales de l'administration de l'ONF qui n'étaient pas reprécisées dans le contrat, qui n'avaient jamais été reprécisées dans la formalisation du besoin. Et ça, c'est des vrais sujets. Là, je parle vraiment très technique, mais ce sont des vrais sujets. Toutes ces évidences, ça leur paraît hyper naturel. C'est toujours celles-ci qui sont difficiles à faire ressortir. Et là, je parle vraiment pas de traduction du besoin, hein. C'est juste faire dire ce qui paraît évident à un client et qu'il ne voit même pas comme étant une nécessité à communiquer. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, hein, j'espère, mais hop, alors, j'essaie de relire les questions un petit peu, passer en revue. Hop, ok. Bon, bien Cédric, j'ai vu que tu avais envoyé une question, mais je n'ai pas répondu complètement. Donc je sais que j'ai eu des questions par mail, comme je disais tout à l'heure. Je vais essayer d'y répondre par retour de mail, puisque l'on n'a pas pu tout survoler. Si jamais vous avez des questions complémentaires, des sujets complémentaires, alors à savoir, on va mettre en place des webinaires de ce format-là le plus régulièrement possible sur des cas un peu plus concrets, plus métiers. Donc il ne faut pas hésiter à suivre l'actualité sur LinkedIn, comme ça pour pouvoir vous inscrire à la suite. Si vous avez des sujets vraiment techniques concernant la gestion de projet, vous pouvez me contacter directement. Vous avez mon mail à l'écran. Si vous avez des questions qui sont plus orientées commerce, on ne sait jamais, vous pouvez contacter Julie, qui est aussi à l'écran. C'est la plus orientée des deux. Sinon, pour toute question, vous pouvez écrire à contact.reality.fr. On essaiera d'orienter au mieux les sujets et de répondre le plus rapidement possible.
Et donc bientôt, ce webinaire, la vidéo du webinaire qui est enregistrée sera disponible sur notre site. Merci de votre participation, bonne journée, et à très bientôt.